On sonne à sa porte. Vernon ne répond pas. Ça doit être le facteur qui veut lui présenter un recommandé. Il ne les signe pas. Il ne s'occupe plus d'aucun document administratif. Ça s'est produit petit à petit. Il s'est mentalement paralysé. Il y a de plus en plus de tâches relativement simples à accomplir et dont il ne parvient plus à s'acquitter. Il baisse le volume de la musique et attend. On insiste. On frappe à présent. Vernon est assis sur son lit, les mains croisées sur les genoux. Il a l'habitude. Il attend qu'il parte. Mais un bruit inhabituel dans la serrure l'alerte de ce qu'on force pour ouvrir de l'extérieur. Il comprend tout de suite ce qui se passe. Sans un mot, il se précipite sur son jean et enfile un pull propre. Il noue les lacets d'une vieille paire de docks basses quand la porte s'ouvre. Il est fébrile comme dans une montée de mauvais speed. 4 hommes entrent et le dévisagent. Celui qui est à la tête du groupe prend la parole. « Monsieur, vous auriez pu nous ouvrir ?» Il le dévisage, il l'évalue. Il porte un élégant foulard bleu marine noué autour du cou et des lunettes à monture rouge. Son costume gris est trop court. Il lit d'un ton neutre sur une tablette numérique « La 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 li, domicilié, oh la la la, vous êtes monsieur et la la la, le locataire des lieux. » 10 ans qu'il le paye, ce putain de loyer. 10 ans, plus de 90 000 €. Dans les poches d'un abruti payé à rien foutre. Son propriétaire doit être le genre héritier qui chiale qu'il est trop imposé. En 10 ans, aucun travaux, il faut le harceler pour réparer un chauffe-eau. 90 000. Pas une heure de travail, pas un déplacement, pas un investissement, et on le met dehors. Le regard de Vernon se fixe sur le pantalon de l'huissier à l'endroit où il lui boudine les cuisses. Vernon attend que le petit groupe d'hommes dresse la liste de ses biens et reparte, lui laissant le temps de se débrouiller. S'il n'était pas interdit bancaire depuis des années, il leur ferait un chèque pour relancer la procédure. L'un dans l'autre, tout ça devrait pouvoir s'arranger. Celui qui l'identifie comme le serrurier paraît vraiment sympathique. Sa grosse moustache grise à l'ancienne lui donne une tête de syndicaliste. Vernon espère qu'il n'a pas abîmé la serrure en la forçant, il n'a pas les moyens de la changer. Or, il peut avoir quand même besoin de sortir de chez lui 5 minutes. Il ne reste rien à voler. Même un kosovar en déroute ne se donnerait pas la peine d'embarquer ce qui lui sert d'ordinateur. La bécane et sa tour pèsent des tonnes et relèvent de l'Antiquité. L'huissier lui recommande de rassembler les affaires dont il a besoin dans les jours à venir et de quitter les lieux. Aucun d'entre eux ne dit « Allez, on lâche l'affaire, on reviendra, laissons-lui 10 jours pour se retourner, on verra ». Les 2 costauds qui n'ont pas prononcé un mot se campent au milieu du studio et lui conseillent, sans la moindre hostilité, d'obtempérer au plus vite. Vernon observe la pièce. Est-ce qu'un objet pourrait être proposé en échange d'un délai supplémentaire? Il sent poindre en face de lui un agacement inquiet. Les hommes craignent qu'il réagisse violemment. Ils ont l'habitude du pathos et des cris. Vernon demande un quart d'heure. L'huissier soupire, mais il est soulagé. Le client n'est pas un forcené. Vernon monte sur un tabouret pour attraper au-dessus de l'armoire le sac le plus solide qu'il possède. En le descendant, des boules de poussière grise lui tombent sur les épaules. Il éternue. Certaines situations sont si insolites qu'on se refuse à les envisager comme se déroulant réellement. Il remplit son sac, son casque, l'iPod, un jean, la correspondance de Bukowski, 2 pulls, tous ses caleçons, une photo dédicacée de Lydia Lunch, son passeport. La terreur bloque toute réflexion.
Parce qu'il vient juste d'apprendre la mort d'Alex, il pense à tirer du fond d'un placard, caché derrière ses piles impeccablement rangées de Maximum Rock'n'Roll, Mad Movies, Cinéphage, Best et Rock'n'Folk, le petit paquet de 3 cassettes qu'Alexandre a filmées chez lui lors de son ultime visite. Il pourrait essayer de les vendre. Puis Vernon quitte ses docks pour enfiler ses bottes préférées. Il attrape un réveil jaune en plastique acheté dans un bazar chinois il y a déjà 10 ans et qui a bien tenu le coup. Le sac est lourd. Il quitte l'appartement sans un mot. L'huissier le retient sur le palier. Non, il n'y a pas de garde-meuble qu'il préfère à un autre. Oui, 1 mois pour récupérer ses affaires. Signez là, pas de problème. Puis il descend les escaliers, en fait toujours convaincu que tout ça n'est pas sérieux, qu'il va revenir. Il croise sa gardienne dans l'escalier, elle l'a toujours eu à la bonne. Alors, il est un locataire idéal, célibataire, qui pense toujours à lui faire une réflexion sur le bruit que font les travaux en cours dans la rue, le temps à venir et quelques blagues. Une cour légère qui ne porte pas à conséquence, mais qui enchante cette femme d'une 60aine d'années. Elle lui demande si tout va bien. Elle n'a pas compris que des serruriers étaient montés chez lui. Il ne trouve ni les mots, ni le courage pour le lui dire. Elle ne s'étonne pas de le voir descendre un si gros sac. Elle l'a vu partir chargé pour la poste des dizaines de fois auparavant. Il découvre alors la honte qu'il ressent de sa situation. La dernière fois qu'il a été expulsé, c'était du lycée. Il était venu en cours sous acide avec son pote Pierrot qui plus tard devait se pendre sous un pont un dimanche à l'aube. Et ils avaient été envoyés chez le directeur qui les avait expulsés. Ce souvenir le renvoie à la cuisine du foyer familial. Ses parents sont morts jeunes. Il n'est pas sûr qu'il l'aurait aidé. Ils étaient durs. Ils avaient ce souci du droit chemin. Ils n'avaient jamais été d'accord avec toutes ces histoires de rock'n'roll. Ils voulaient qu'il passe un concours administratif. Commerçants, ils avaient toujours dit que ça finirait mal. Finalement, ils avaient vu juste. Dans la rue, l'évocation des objets qu'il a laissés dans l'appartement alors qu'il aurait dû les prendre décroche des jets de pierre dans sa poitrine. Il touche du bout des doigts le papier administratif plié en 4 dans sa poche arrière. Ses mains tremblent. Elles ne lui obéissent plus. Il faut qu'il se pose, qu'il réfléchisse au calme et trouve comment arranger tout ça. 1 000 €, c'est beaucoup, mais ça se trouve. Ses affaires ne sont pas perdues. Il y a davantage de choses auxquelles il tient que ce à quoi il s'attendait. La montre que Jean-Noël lui a offerte, les test pressings du premier album des Tugs, qu'il a récupéré par hasard quand le label manager de Gunyaf Movement a squatté chez lui quelque temps. La flasque Motorhead qu'Eve lui avait ramenée d'une virée à Londres, le tirage original d'une photo de Jello Biafra que Carole avait prise à New York et le Selby à dédicacer. La menace d'une expulsion planait sur lui depuis si longtemps qu'il avait fini par croire que c'était la vieille sirène d'une guerre qu'il gagnerait toujours. Si Alexandre était encore là, Vernon saurait quoi faire. Il irait en bas de chez lui et remuerait ciel et terre pour le retrouver. Il n'aurait pas honte à le faire. Son vieux pote aurait été heureux de le sortir de là. C'est à ça que Vernon lui servait sur la fin, à donner à son argent quelques valeurs réelles. Si seulement il s'était mis en tête de trouver Alexandre, plutôt qu'envoyer sporadiquement un mail poli en attendant qu'il se réveille. Si Vernon avait été tapé l'incruste chez Alex, tout se serait déroulé différemment. Ils se seraient drogués ensemble, tranquilles, à domicile, et Alex ne serait pas allé prendre un bain dans un hôtel merdique. Ils auraient écouté des lives de Led Zepp au Japon à la place. La ville sans argent, Vernon la pratique depuis un moment. Salle de ciné, magasin de fringues, brasserie, musée. Il y a peu d'endroits où l'on puisse s'asseoir au chaud sans rien payer. Restent les gares, le métro, les bibliothèques et les églises, et quelques bancs qui n'ont pas été arrachés pour éviter que les gens comme lui s'assoient gratuitement trop longtemps. Les gares et les églises ne sont pas chauffées. L'idée de frauder le métro avec sa valise le démoralise. Il remonte l'avenue des Gobelins vers la place d'Italie. Il a de la chance, un soleil franc éclaire les rues, alors qu'il a plu tous ces derniers jours. Il aurait suffi qu'il tienne 1 mois de plus, et c'était le début de l'hiver légal.
Le jeudi, les portes de la bibliothèque n'ouvrent qu'à 14 heures. Vernon en a déjà marre d'être dehors. Il remonte l'avenue de Choisy et s'installe sous un abribus. Il avait en tête d'aller jusqu'au parc, mais son sac est trop lourd. Il s'assoit à côté d'une quadra qui ressemble vaguement à Jean-Jacques Goldman. Elle a posé entre ses pieds un cabas volumineux en toile rempli de nourriture de babacool. Tout dans son attitude respire l'intelligence, l'aisance, le sérieux et la prétention. La femme évite ostensiblement son regard, mais le premier bus qui passe n'est pas le sien. Elle sort une cigarette de la poche de sa veste, elle essaye d'engager la conversation. Il essaye d'engager la conversation. Il sait qu'elle va le prendre pour un lourd, mais il a besoin d'échanger quelques mots avec quelqu'un. C'est pas contradictoire. Je veux dire manger bio et fumer des cigarettes. Oui, mais en même temps, je fais ce que je veux, non ? Et vous voudriez m'en donner une de cigarette ? Elle tourne la tête en soupirant, comme si ça faisait 3 heures qu'il la harcelait. Il ne faut rien exagérer, se dit Vernon. La meuf n'est pas une bombe, elle n'est pas toute fraîche, elle doit pouvoir faire ses courses sans se faire draguer tous les 100 mètres. Vernon insiste, il sourit en désignant son sac. Je me suis fait expulser de chez moi ce matin, j'ai eu 5 minutes pour assembler mes affaires et partir. J'ai oublié de prendre mes clopes. Elle hésite à le croire, puis elle change d'attitude. Voyant son bus approcher, elle sort un paquet de cigarettes de son cabas et le lui tend. Elle le regarde droit dans les yeux. Vernon remarque qu'elle est émue. La meuf doit être sensible, elle est au bord des larmes. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais... Oh, vous me donnez le paquet ? Génial, je vais fumer plein de clopes, merci. À travers la vitre de son bus, elle lui fait un signe de la main, quelque chose comme « Allez, ça va aller ». La pitié dénuée de mépris qu'il lui inspire accable Vernon plus puissamment que si elle l'avait traité de tous les noms. En 1 heure, il a terminé les 5 cigarettes du paquet. Le temps passe avec une lenteur insupportable. Vernon aimerait pouvoir poser son sac quelque part, si seulement les consignes des gares existaient encore. Il ne sait pas encore qui va l'héberger, mais il sait qu'il ne dira pas la vérité, ça c'est trop flippant. Il bricolera un truc plus léger. De toute façon, les gens aiment qu'on les trompe. On est fait comme ça. Ouais, maintenant, je vais au Canada, je dois passer régler de la papasserie, je cherche un point de chute pour 3 nuits. Y a-t-il moyen d'emprunter votre salon ? 3 nuits, au-delà c'est abusé. Le Canada c'est bien, une destination qui n'intéresse personne. Qu'on n'aille pas lui poser des questions auxquelles il ne saurait pas répondre. Je bois du sirop d'érable, les Hells Angels sont toujours aussi méchants, la coke est bon marché, les filles sont chaudes, mais il faut s'habituer à l'accent. Au bout de 5 minutes chez Monoprix, Xavier a envie de tout péter. Le Monoprix de son quartier est géré par des demeurés, c'est systématique. Ils attendent que le magasin soit plein pour demander aux employés de remplir les rayons. Ils s'organisent pour être sûrs que ça gêne au maximum le passage des chariots. Ils pourraient faire ça le matin, quand c'est fermé. Ils pourraient faire ça pendant les heures creuses. Non, ils préfèrent l'heure de pointe. Tu me mettras 3 palettes en travers des rayons. Il faut que ces connards de consommateurs peinent pour faire leurs courses. Tous ces putains de packaging régressifs, ça la graisse. Imaginez qu'il y a des mecs dans des bureaux qui ont passé des semaines entières à discuter quelle couleur utiliser pour un pot de cornichon. Toute cette intelligence entièrement fourvoyée. Marie-Ange lui a cassé les couilles pour qu'il aille faire les courses et qu'il ne l'aide jamais et qu'elle se fasse tout le boulot et pourquoi c'est toujours elle qui devrait, etc. Toujours le même baratin, merde. La liste de courses qu'elle a envoyée sur son téléphone est tellement détaillée qu'elle a dû y passer plus de temps que si elle avait fait les courses toute seule. Non mais c'est pas Dieu possible qu'elle s'intéresse à ce point à la marque du pain de mie. Le voilà, comme un con, à chercher des yaourts à 0% sans aspartame, parce que madame fait attention à sa ligne, mais l'aspartame la fait péter comme une usine à gaz.
Xavier a envie de décocher un formidable coup de pied dans le cul de la grosse arabe voilée qui se pavane devant lui. Est-ce qu'on pourrait, par pitié, faire 200 mètres dans la rue sans avoir à supporter leur voile, leur main de Fatima au rétroviseur ou l'agressivité de leur rejeton? Sale race, m'étonne pas qu'on leur en veuille. Lui, il est là, à faire les courses, au lieu de bosser parce que sa femme ne veut pas qu'on la prenne pour une boniche. Et pendant ce temps-là, ces sales feignasses de crouilles traînent dehors, peinards, à rien foutre, entre chômeurs grassement entretenus par les allocations. Ils passent la journée au café pendant que leur meuf trime. Non contente de s'occuper de tout dans la maison sans jamais se plaindre et d'aller bosser pour les entretenir, elles ressentent encore le besoin de porter le voile pour afficher leur soumission. C'est de la guerre psychologique, ça. C'est fait pour que le mâle français sente comme il est dévalué. C'est d'autant plus déprimant qu'elles ont le choix, les rebeuses. Dans les années 80 et 90, on les a vues s'emparer de tous les postes et réussir. Même si en général, on voyait bien qu'elles cherchaient surtout un mari riche. Elles ne sont pas folles. Mais elles bossaient. Et elles réussissaient plutôt mieux qu'une autre. Elles ont fait marche arrière. Elles ont préféré se retirer du marché du travail et mettre le voile pour être sûres de ne pas humilier leurs frères. Ah, c'est pas sa meuf à lui qui s'arrêterait de bosser pour le rassurer sur sa virilité. Merde! Remarque, il ne serait pas dans la merde si elle faisait un truc pareil. Il est excédé. La soirée d'hier l'a laminé. Les petits trucs pernicieux ont fermenté pendant la nuit. Il dînait avec Serge Bergman, qui lui propose de travailler sur l'écriture d'une série. Ils savent l'un et l'autre que le plan est pourri. Le truc est en écriture depuis des années, la chaîne ne se décide pas à lancer le tournage, ça ne se fera jamais. Le sujet est foireux, dès le départ. Une chirurgienne tombe amoureuse du trafiquant qu'elle vient d'opérer à cœur ouvert. Bergman est un type décent. Xavier sait qu'il sera payé. Il a accepté. Il va resserrer quelques boulons et retaper 2 dialogues. Ensuite, son boulot consistera essentiellement à supporter des réunions fréquentes, interminables, inutiles et pénibles, avec les demeurés de la chaîne, des fils à papa de 24 ans parfaitement illettrés qui passeront leurs gros doigts aux ongles rongés le long de lignes stabilotées. Ça, vous voyez, ça ne marche pas. Comme s'ils avaient, les pauvres, la moindre idée de ce qui peut séduire une audience. Les gamins ne sont assis à ces postes de pouvoir que parce que leurs parents ont passé des coups de fil. C'est du taf. Il est content d'en avoir. Il était content que Serge l'invite à dîner dans ce bon Italien à quelques pas du canal Saint-Martin. Il parlait de la nouvelle convention collective qui allait être signée, comment les syndicats étaient en train de tuer le cinéma d'auteur. Et Xavier, sachant que Serge produisait aussi des drames intimistes et sociaux, s'abstenait de dire ce qu'il en pensait, au fond, du cinéma d'auteur. C'était pas une mauvaise soirée, jusqu'à ce qu'Elsa arrive, au bras de Jeff. Xavier ne savait pas qu'ils étaient ensemble. Bon, il avait masqué, mais avait immédiatement senti que son œsophage le brûlait. Il ne pourrait pas digérer. Jeff aussi était scénariste, mais il était passé à la réalisation 2 ans auparavant. 120 minutes de tracteur sur ciel gris, d'usine remplie de prolos taiseux, la peau grasse et le front bas, pas de musique, c'est trop cher, aucun scénario, un film rugueux comme la critique les adore. Puisqu'ils se font chier et que c'est moche, ils sont convaincus qu'on leur parle bien du monde ouvrier. Quand le film était sorti en salle, Xavier ne pouvait plus ouvrir un journal sans lire une flopée de conneries et un ulcère fulminant lui avait démoli les entrailles. Il ne s'attendait pas à ce que Jeff, ce loser, le coiffe au poteau. Aucun des scénarios originaux que Xavier a écrits depuis 15 ans n'a trouvé de financement. Et Jeff prépare son 2e film. Il a proposé un rôle à Elsa. Ils sont arrivés ensemble, flanqués d'une brune à cheveux gras qui s'est présentée comme l'assistante du réalisateur. Tout le monde a poussé des cris, l'euphorie de se retrouver par hasard, alors que personne ne pouvait se saquer. Le bonheur de Jeff était le seul à ne pas être feint. Ça devait être génial pour lui de revoir un gars avec qui il avait souvent bossé et pouvoir l'écraser de sa petite réussite cradingue. Il triomphait. Ah, on ne peut pas dire qu'il boudait son plaisir. Il se vautrait dedans, comme un porc. Maintenant, chez Monoprix, il aimerait être venu avec son bazooka. La grosse blonde en short avec ses cuisses immondes qui se sape comme si elle était bonasse, alors que c'est une vache, une balle dans la tête.
Le petit couple, façon Couples, tendance catho d'ultra-droite, elle avec ses lunettes rétro et les cheveux tirés en arrière, et lui avec sa gueule de beau gosse et son oreillette qui téléphone dans les rayons pendant qu'ils choisissent uniquement des produits super chers, tous les deux en impair beige pour bien montrer qu'ils sont de droite. Une balle dans la bouche. Le tunard obèse qui mate le cul des filles en choisissant sa viande halal, une balle dans la tempe. La youpine en perruquier avec ses nibards dégueulasses qui lui ont poussé juste au-dessus du nombril. Il déteste les meufs qui ont des seins au milieu du ventre. Une balle dans le genou. Tirer dans le tas, regarder les survivants déguerpir comme des rats et se planquer sous les rayons. Toute cette racaille de merde rassemblée là pour s'empiffrer avec leur petite propension à mentir, risquiller, tricher, passer devant, se faire mousser, faire sauter tout ça. Mais il est papa. Il est un homme marié, il est un homme adulte, alors il ferme sa gueule, il remplit son caddie et il est en baffe de rage. Et encore en rentrant, il va falloir ranger tout ça, sinon Marie-Ange fera la gueule et une journée de plus sans écrire. Il a mal aux mâchoires à force de serrer les dents. Il y a la queue aux caisses parce que chez Monoprix, ils ne se font pas encore assez d'argent sur le dos des consommateurs, ils sont économes en caissière. Il choisit l'indienne parce qu'il la connaît, elle est rapide. Pour une fois que quelqu'un fait bien son boulot, elle ne passe pas son temps à sourire comme si elle était là pour sucer la bite à tout le monde. Mais elle ralentit pas. Elle n'a pas besoin d'une inspection de 5 minutes quand il s'agit de passer un produit devant le décodeur. Elle trace. Il pèterait bien la gueule au petit connard juste devant lui avec son bouc et son gilet couleur chiasse, les cheveux sales et une petite gueule de fouine. Il déteste les jeunes barbus. C'est les mêmes qui portaient des bonnets péruviens et des dreadlocks il y a quelques années. Ils se prennent pour des premiers de la classe et croient qu'ils peuvent toiser tout le monde de haut. Petite barbe de blanc. Sûr que si on approche, ce petit tas de merde sent mauvais. Oh, ça se voit qu'il est sale. Des gros poils dégueulasses, c'est sûr que ça pue, c'est plein de reliquats de bouffe. On a envie de vomir rien qu'à les regarder. Une balle dans la nuque, connard. Ça t'apprendra à te raser le matin pour être propre. Xavier fume un paquet de clopes par jour. La dernière fois qu'il a essayé d'arrêter, il a que devenir fou en redécouvrant l'odeur des gens. Dès qu'il lève un bras, on les sent qui puent. Même sans se retourner, on les sent arriver. Il a été obligé de reprendre. Xavier sort son téléphone et consulte son appli Facebook. Il aimerait bien qu'Elsa lui ait laissé un message. Bon, en même temps, il préfère qu'elle ne le fasse pas. Qu'est-ce qu'il lui dirait? Que c'était sympa de la voir. Elsa n'a laissé aucun message. En revanche, ça lui fait plaisir que Vernon lui ait envoyé quelques mots. Subutex. Voilà un bon mec. Qu'est-ce qu'ils étaient jeunes. Vernon a suivi une petite meuf au Canada et il revient sur Paris, il cherche un endroit où dormir. Bon, Xavier répond aussitôt, tu pouvais pas mieux tomber, vieille canaille. On a un canapé dépliable royal qui nous a coûté les yeux de la tête, qui ne sert jamais, et on cherchait quelqu'un à partir d'après-demain pour garder la chienne. Oh, t'es pas allergique aux poils de bête? Il se sent mal à l'aise de s'engager sans avoir consulté Marie-Ange. Elle n'aime pas qu'on occupe l'appartement quand ils sont pas là. Mais Vernon, c'est un vieux pote, c'est différent, c'est presque de la famille. Et puis, il faut bien que quelqu'un reste pour la chienne, sinon ils vont devoir planter leur week-end à Rome et Marie-Ange va encore faire la gueule, qu'ils ne font jamais rien de marrant ensemble. Il lui envoie un texto enthousiaste, comme quoi il a trouvé une solution, en lui demandant ce qu'elle en pense. Elle ne répond pas, et Xavier se détend. Il lui dira qu'il fallait qu'il se hâte, c'est pourquoi il a pris cette initiative sans attendre sa réaction. La perspective de retrouver Vernon le réjouit. Vernon est fou de musique. Des mecs comme Xavier lui doivent beaucoup. Il leur a fait découvrir tellement de choses. Et il fait partie de ces rares personnes qu'on quitte de meilleure humeur que quand on les a rencontrées. Ils ont en commun une série de souvenirs précieux, dont ils deviennent progressivement les derniers détenteurs. Des fêtes, des concerts, des festivals, des galères aussi. Toute cette époque où on se prenait moins la tête, les problèmes se réglaient tous à base de claques. Vernon a fait partie de cette vie-là. Il est garant de ce que Xavier, dans sa jeunesse, n'était pas un gars compliqué. Le premier qui s'avisait de le regarder de travers perdait 2 dents.
Ensuite, une bière au comptoir suffisait à remettre les compteurs à zéro et tout le monde était satisfait. C'était une autre époque, c'était un autre milieu. Tout cela est derrière lui. La hyène s'installe dans la salle du fond et vérifie machinalement qu'elle n'a pas reçu de message sur son portable. Comme souvent dans l'après-midi, le globe est vide, c'est un bar de quartier. Dans la journée, on y croise de jeunes barbus en djellaba et chaussures de sport fluo, de vieilles pochetronnes de bonne humeur et quelques commerçants locaux. À l'heure de l'apéro, aux alentours de l'happy hour, le bar se transforme en plateforme branchée de jeunes bourrés, décidés à faire la fermeture, qui veillent à ce qu'aucun voisin ne dorme pendant qu'ils fument des clopes sur le trottoir. La hyène surveille l'horloge de son téléphone, agacée du retard de son interlocuteur. Laurent Dopalais aime qu'elle lui donne rendez-vous dans des bars qui lui paraissent exotiques, éloignés des arrondissements qu'il fréquente. Il prend son petit scooter et remonte la rue Sainte-Marthe. Il lui suffit de croiser 3 lascars pour avoir l'impression de s'enfoncer dans le Bronx. Ils ont souvent l'occasion de se voir dans des lieux insolites. Ils préfèrent qu'on ne les voit pas ensemble. Elle s'est reconvertie dans les réseaux sociaux. Ça fait un moment qu'elle vit de ça. Très vite, ce qu'on lui a demandé, en lui glissant 2 ou 3 billets de 100, comme à l'époque de la coke, sauf que là, les condés peuvent la fouiller de fond en comble, elle n'a rien sur elle qui puisse lui attirer de problème, c'est de répandre le fiel. Elle pourrit, à la demande, tel artiste, tel projet de loi, tel film ou tel groupe électro. À elle seule, en 4 jours, elle débarque comme une armée. Elle a notoirement épaissi son cahier de fausse identité et, sans se vanter, sa connerie est virale. Elle te pourrit la toile en 48 heures. Sur la place de Paris, à sa connaissance, personne n'a son efficacité. Bon, ensuite, ça roule tout seul. Les journalistes regardent Twitter et les commentaires et se sentent obligés de tenir compte des conneries qu'ils y trouvent. Donc, quoi qu'elle envoie, ça finit par se graffer dans le marbre. Pour les rares commandes de campagne positives qu'on lui passe encore, elle s'est adjoint les services d'anciens collaborateurs qui explosent les compteurs de vues artificiellement. Et dans la culture contemporaine du combien de likes, sa stratégie est outrageusement payante. C'est la ruée vers l'or. Personne ne comprend rien à rien, mais tout le monde veut de sa pépite. C'est le boulot le plus con qu'elle ait jamais fait. Mais c'est bien payé, si on considère le peu d'attention qu'il réclame. Elle tient ses employeurs par les tripes. Pour ceux qui ont les moyens de leur politique, nuire à la concurrence n'a pas de prix. Lancer un lynchage médiatique est plus facile que faire décoller un buzz positif. Elle prétend qu'elle sait faire les deux, mais l'époque plébiscite la brutalité. Celui qui défonce est celui qu'on écoute. Il faut toujours prendre un pseudonyme mâle pour malmener quelqu'un. Le seul son qui apaise les forcenés qui hantent les couloirs du web, c'est celui du maton qui broie les os d'un codétenu. 3 commentaires dithyrambiques sur le pilote d'une émission, les internautes se méfient et flairent la manipulation. 30 critiques délirantes d'hostilité et personne ne se pose de questions. Et le badaud peut toujours se taper sur le ventre, à moi on ne me la fait pas, il a d'ores et déjà imprimé ce qu'on voulait lui transmettre. Le mépris se transmet aussi facilement qu'une gale. On a vite su dans Paris Village que cette fille pouvait dépanner. On l'invite à prendre un café discrètement dans des bars où on n'a pas l'habitude d'aller et où on ne craint pas d'être vu, et on lui demande de déboîter un concurrent, un ami, un adversaire. Pour 200 €, elle casse une jambe virtuelle. Pour le double, elle endommage une web réputation. Et si on a le budget, elle peut littéralement pourrir la vie de son prochain. Internet est l'instrument de la délation anonyme, de la fumée sans feu et du bruit qui court sans qu'on comprenne d'où il vient. Ce relou de Laurent Dopalais, justement, qui n'arrête pas de l'appeler depuis la veille, claque des fortunes improbables pour qu'elle défonce telle actrice qui n'a pas répondu favorablement à ses attentes, les collègues qui viennent ou qui risquent d'avoir du succès, les anciens associés qui lui ont tourné le dos. Il note beaucoup de noms sur sa liste noire. Et elle est sa sorcière vaudou. Elle lui est devenue indispensable. Ils se rencontrent tous les mois.
De Palais est entièrement dédié à sa propre personne. Il peut être amer, lucide, parfois drôle, à côté de la plaque ou délirant, il ne parle que de lui. Son ego est pourtant fragile. La moindre critique le blesse, une éraflure à sa réputation et la rage le cloue au sol. S'il entend à la radio qu'un collègue est complimenté, il le perçoit immédiatement comme une manière insidieuse de déclarer qu'il n'est qu'une merde. De Palais lit la presse, regarde la télé, va sur Internet, et De Palais souffre. Les comédiens sont mieux payés, les réalisateurs sont plus considérés, les distributeurs le ruinent, le public veut sa peau, tout le monde touche de l'argent public sauf lui, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate sauf lui, pauvre petit homme qui travaille comme un acharné et qu'on remercie à coups de savate. Tout ça se déroule dans un 200 mètres carrés avec vue sur la Seine car il a épousé une femme extraordinairement riche, mais ça ne le console pas. Il souffre. Il est un excellent client. La hyène est devenue indispensable à son équilibre pour lequel il investit des sommes folles. Le prof de gym, le psy, l'hypnothérapeute, le prof de méditation, la masseuse, l'acupuncteur, la magnétiseuse, l'ostéopathe se disputent un butin mensuel confortable. Et c'est à se demander entre ses week-ends et ses maîtresses quand De Palais peut bien trouver le temps de travailler. Elle lui passe des factures exorbitantes. De ces années de dealeuse, elle n'a pas oublié que le toxico désire que le vendeur soit intraitable. C'est ce qui fait de lui un demi-dieu. Elle s'est spécialisée dans le cinéma, ça lui évite de se coltiner les contrats politiques qui ne sont pas mieux rémunérés et réclament beaucoup plus d'efforts. De Palais a ses 30 minutes de retard réglementaire. Chez lui, l'impolitesse est un principe. Il est fringué comme si c'était dimanche et qu'il devait passer l'après-midi sur un terrain vague à jouer au foot avec ses gosses. Blouson pourri, son jean n'est même pas à sa taille, mais ses mains, comme toujours, sont parfaitement manucurées. D'habitude, il vient seul, mais il l'annonce toute go avant de prendre un appel téléphonique en faisant signe de la main qu'il faut l'attendre 2 minutes. Non, cette fois, c'est un peu particulier. La meuf qui l'accompagne constitue l'élément le plus intéressant de cette arrivée. Oh, c'est un tube, cette petite. Comme quand un air passe à la radio et qu'on ne l'a jamais entendu, mais on le reconnaît immédiatement. Il a toujours existé. On le garde en tête pour la journée et tout ce qu'on désire, c'est l'écouter en boucle. Alors là, d'accord, ça valait le coup de mettre un bonnet et des gants, se taper le gris du ciel et traîner son cul jusqu'ici. La petite bombe se présente, Anaïs. La hyène prétend qu'elle n'est pas troublée. De Palais revient s'asseoir, l'air maussade. Anaïs prend la parole. En l'écoutant, De Palais déboîte sa mâchoire de droite à gauche en regardant dans le vide. Il exécute de vagues grimaces à intervalles réguliers pour confirmer qu'il écoute et souscrit. De ce que l'assistante raconte, il ressort que le producteur veut retrouver dans Paris un type dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, mais ce type aurait dit à un autre type, Xavier, qu'il présente comme un scénariste, qu'il lui serait possible de récupérer des rushs. Le chef veut visionner ces rushs. Il faut retrouver le gars. Il pèse dans les 100 kilos et il a le crâne rasé. Donc, ils ont appelé la hyène. Elle les dévisage en se demandant s'ils plaisantent. Mais comment voulez-vous que je m'y prenne? C'est exactement ce que j'ai dit, répond la merveille d'assistante en écartant les mains en signe d'impuissance. De Palais commence à s'agacer, il s'agite sur son siège, la hyène se frotte la paupière sans chercher à cacher son désarroi. Et quel genre de rush? Elle s'attend à ce que la question calme De Palais, qu'il cherche ses mots pour expliquer qu'il lui arrive de discuter géopolitique avec de très jeunes garçons et qu'il veut éviter que ça se sache. On connaît le bas peuple, il n'entend rien à la sophistication du désir de son équipe de direction. C'est l'assistante qui intervient. Une interview. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chanteur, Alex Bleach. Il s'agirait peut-être d'un enregistrement où il aurait pu être manipulé. La hyène interrompt Anaïs et s'adresse au boss, l'obligeant à lever les yeux vers elle. Je ne vois pas le rapport avec ce que je fais d'habitude pour vous. Et tout le monde sait ce que tu faisais avant. Tu faisais ça avant. J'ai changé d'orientation. Et si c'était encore mon job, je serais au regret de t'annoncer que c'est mission post-maboule ton truc. Je ne vais pas rechercher un mec qui s'appelle Xavier dans Paris et qui est scénariste. S'il était vraiment scénariste et que tu l'avais croisé à une fête, ne me dis pas que tu aurais besoin de payer pour que quelqu'un te donne son nom. Personne ne sait qui c'est, ce gars.
Anaïs reprend la parole. Elle se tient comme une écolière, droite et les paumes sur la table. J'ai bien appelé quelques personnes présentes à la fête, mais ça n'a rien donné. Je crois qu'ils n'évoluent pas dans nos cercles de connaissances. Vous êtes 15 dans ce business. Donc il est scénariste comme moi, je suis dentelière. Conclusion, vous êtes en train de me dire que vous cherchez un gars qui s'appelle Xavier, dans Paris, et qui est corpulent et chauve. Superbe, j'ai tout de suite une idée de par où commencer. Anaïs hausse les sourcils, inquiète de ce qu'on parle à deux palais sur ce ton. Mais l'un dans l'autre, son expression signifie qu'elle comprend le concept. C'est un peu court comme point de départ. Deux palais range son iPhone dans la poche de sa veste. En ce qui le concerne, le rendez-vous touche à sa fin. Tu ne sais peut-être pas par où commencer, mais je peux te dire pourquoi tu es très motivé. Ton prix sera le mien. Ensuite, tu ne cherches pas un Xavier dans la ville, tu cherches un type qui a fréquenté Alex Bleach. Tu ne m'avais pas parlé de ça. De ton prix ou d'Alex Bleach? Les deux. Ils se sont connus. Et le mec qui détient les rushs le fréquentait encore, juste avant sa mort. Alex Bleach. Il me haïssait. C'était obsessionnel, ridiculement obsessionnel, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû lui rendre service trop souvent. Je tiens à prendre les devants et connaître le contenu de cet entretien avant qu'il ne tombe dans le domaine public. Et j'ai d'excellentes raisons de croire que tu es la meilleure personne pour m'aider. Il ne sait pas pourquoi Bleach lui en voulait. La hyène le regarde attentivement. Combien de fois il l'a engagée pour qu'elle s'occupe du cas Bleach? Si l'hostilité d'Alex était une idée fixe, on peut dire qu'elle était partagée. Elle est bien placée pour connaître la réputation du type violeur, violent, antisémite, coupable d'alliances islamistes et détourneur d'argent public. Elle est à l'origine de tout ça. Ils y sont allés en plusieurs épisodes. S'il était resté en vie, il n'y avait plus que la pédophilie à lui coller sur le dos. Elle connaît son dossier, elle le connaît bien. Si Bleach a deviné qui était le commanditaire des vagues d'hostilité le prenant pour cible, il avait de solides raisons de souhaiter la démolition pure et simple du petit empire d'Opalais. D'Opalais assume de mentir, les yeux dans les yeux et devant témoins, comme s'il n'avait jamais été question de Bleach auparavant entre eux. Bleach m'a souvent appelé, insulté, envoyé des mails d'injures. J'ai hésité à déposer une main courante, mais à cause de sa notoriété, c'était trop pénible. Bon, tu imagines, la presse, apprenant qu'il pétait un plomb. Et pourtant, on peut dire que vous ne l'avez jamais laissé tomber. L'insolence l'insupporte, même à dose homéopathique. Elle peut lire dans ses yeux « Tu ne perds rien pour attendre ». Mais pour l'instant, il considère qu'il a besoin d'elle. Il se lève et déclare, sans la regarder, « Je veux que ça aille vite ». T'es au courant que t'as une tribu de maboules en bas qui te cherche? Comment ça? Ils sont plusieurs. Ils viennent tous les jours casser les pieds à tout le monde. Ils demandent après toi. Vernon blêmit et Laurent lève la main en signe d'apaisement. Oh, ils n'ont pas l'air furax, plutôt déboussolés dans l'ensemble. Soit ils cachent bien leur jeu, soit ils ne te veulent aucun mal. Ce serait plus ambiance, ils se font du souci en fait. Non, j'étais pas au courant. Mais tu vois de qui il s'agit? Ils ont plein de noms. J'en ai pas retenu un seul. Je vois pas pourquoi on me chercherait. J'ai bien emprunté une ou deux choses. Mais de là à organiser des battues en meute jusqu'au but de Chaumont, je dirais qu'ils dramatisent un peu. Ah, je t'ai dit, collègue, ils n'ont pas l'air de t'en vouloir. Tu crois qu'ils me cherchent pour me faire des câlins? Ils ont des gueules de brigade bisounours, ça oui. En tout cas, à ta place, je descendrais tirer ça au clair. Laurent penche la tête en arrière et rote si fort qu'on dirait qu'il s'est caché une chambre d'écho dans la poitrine. Oh, c'est le travail d'une vie, un bruit corporel comme celui-là. Il ajoute, content de son effet, « Ne serait-ce que par courtoisie, tu devrais descendre les saluer. Je peux me permettre de te poser une question ?» Pose toujours. De quoi t'as peur? T'as fait des conneries? Tu sais comment ça se passe, des petites choses. Au moment où on les fait, on pense qu'on va rembourser, s'arranger. Par exemple, j'ai taxé un ordinateur en promettant de le rendre et finalement j'ai dû l'abandonner derrière moi. Je ne tiens pas absolument à ce que sa propriétaire me retrouve.
Ou une autre fois, je me suis permis d'emprunter 2 livres et une montre à la mauvaise personne. Il faut toujours bien choisir ses victimes. Certaines sont moins arrangeantes que d'autres. Tout à fait. La mienne est très vindicative, très. C'est son droit, tu me diras. C'est son droit le plus strict. Et le mien, c'est d'éviter de la croiser. Ils ne vont pas se mettre à 8 pour te chercher juste parce que tu as revendu 2 livres et une montre. Attention, je ne dis pas que c'est bien ce que tu as fait. Ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'air d'un ramassis taré capable de faire semblant d'être sympathique pour te lyncher pour une connerie. Laurent écarte les bras et bâille avant d'ajouter « Bon, tu lèves ton cul et on descend, hein ? Fais pas semblant de réfléchir, tu le retrouveras, ton banc. Ils ne vont pas te l'arracher dans la nuit non plus. Tu sais que tu peux squatter les voies ferrées ? Il y a Coco et Paco qui ont laissé leur duvet et 2 places pour dormir. Si tu veux changer un peu d'atmosphère, tu dors sur les voies ferrées ? Il n'y a plus de train qui passe depuis longtemps. T'en fais pas pour le bruit. C'est un spot 4 étoiles, le palace du Zonard, calme, bucolique, spacieux. Bon, j'ai pas la vue que t'as ici, mais j'ai des petites fleurs et moins de vis-à-vis. Vous êtes nombreux là-bas ? Je te propose un plan en or, tu vas pas faire la fine bouche non plus. On était 3, et les 2 autres sont partis. Ils en avaient marre d'avoir froid l'été, ils ont décidé de descendre à Toulouse, en bus. Ils ont rassemblé l'argent du billet, mais je leur ai dit, les gars, ça m'étonnerait qu'on vous laisse monter dans un bus. Enfin, il faut croire qu'on les a laissés. Ils ne sont jamais revenus. Je suis tout seul en ce moment, comme un roi. Je défends mon territoire. C'est très convoité, les voies, tu sais. On est bien abrité du vent. Laurent se lève et remonte la fermeture de sa veste. On y va ? Tu veux prendre tes affaires, Vernon ? J'ai rien. Laurent siffle admiratif. Enculé de mec libre, dis donc. T'as pas un duvet, même pas une brosse à dents. Rien. Tu dois fouetter du babouin, mon salaud. J'espère que c'est pas pour trouver des pelles qui te cherchent tes potes là. En route ? Ils descendent lentement les marches qui mènent rue Manin. Ils traversent la rue, passent les grilles du parc. Une pluie serrée s'abat sur leurs épaules. Vernon se dit, on ne trouvera personne, ces gens vont rentrer chez eux sans nous attendre. Il est plus rassuré que déçu. Il n'est pas sûr de l'accueil qu'on lui réserve. Laurent continue d'avancer, Vernon le suit. Il longe une pelouse en pente. Le paysage est tout en dénivelé, un chaos de verre, de feuillage légèrement distinct. On n'entend presque pas la ville ici. Vernon est surpris par le calme. Une odeur intense de terre mouillée le remplit. Des arbres dont il ne connaît pas les noms tendent leurs branches au-dessus d'eux, rassurante haie d'honneur végétale. Il dépasse une chute d'eau artificielle. Sur un terre-plein, des Chinois répètent une étrange chorégraphie au ralenti, indifférents à la bruine. On dirait qu'ils repoussent d'énormes nuages invisibles. Laurent entre, sans hésiter, dans un bar et Vernon lui emboîte le pas, circonspect. Le bruit de l'espace clos le cueille par surprise. Et cette chaleur dont il avait tout oublié, il reconnaît quelques visages à la table qui se tournent vers eux et paraissent surpris, pas du tout fâchés. C'est alors que ça le reprend. Ça se déclenche. C'est rapide et discret. Une bascule. La comparaison la plus proche de ce qu'il connaissait avant, ce serait un pétard d'herbe pure à 10h du matin sur une plage déserte, un jour d'automne, juste après le café. Le moment où on veut se relever, les jambes en coton, pris d'un vertige doux. On est bien là, on marche, on a la vue entrecoupée de fondu au noir, la réalité devenue décor est perceptible, mais n'est retenue que par un fil. On est un ballon gonflé à l'hélium. Ça le prend au pire des moments. Mais il ne choisit pas. Il a le temps de se dire, voilà pourquoi, si je n'avais pas été appelé en bas par ces gens, je ne serais jamais redescendu de la butte. Là-haut, les épisodes délirants étaient comme de paisibles voyages en deltaplane. Ils ne portaient pas à conséquence. Il décrochait, heureux de prendre ce train, en tête-à-tête avec le Sacré-Cœur. Ici, c'est différent. Son absence devient inquiétante. Ils vont le prendre pour un fou. Mais il ne peut pas les prévenir. Il sent sur lui leur regard troublé. Il a sans doute changé,
physiquement, une détérioration dont il n'avait pas encore pris conscience. Il ne se sent capable que de sourire benoîtement en serrant des mains, se laisse prendre dans les bras d'Émilie. Il se souvient très bien de tous ces gens, mais il est ailleurs. Il voit la scène, il participe, mais il ne parvient pas à l'investir de sa présence réelle. Il espère que ça va passer, il voudrait leur parler et voit qu'ils sont déçus, qu'ils le scrutent et s'imagine qu'il est maintenant tout le temps comme ça, tout le temps absent. Patrice, chemise rouge à carreaux noirs, relevée sur ses avant-bras tatoués, le visage ouvert et franc, sincèrement content de le voir, le prend par l'épaule et l'invite à s'asseoir à côté de lui. Pamela Kant porte un long manteau noir. Elle a dû arriver peu avant eux car il est trempé de pluie. Ses yeux sont savamment détourés de noir et Vernon se demande ce qu'elle fait là. Il sait qu'il est étrange, qu'elle semble connaître tout le monde, mais il se sent partir en arrière. Un looping interne. Il voudrait poser des questions, mais la lucidité lui fait défaut. Il est incapable de prononcer le moindre mot. Il se laisse partir. Lydia Bazooka l'observe du coin de l'œil. Elle lève son verre dans sa direction et dit un peu trop fort. « Putain, Vernon, mais ça fait plaisir de te voir !» À elle aussi, il voudrait parler, mais il ne sait que sourire, provoquant une certaine gêne autour de la table. Sa bouche est remplie de nuages. Il ne peut pas émettre un son. Xavier a ce geste calme. Il pose sa main sur celle de Vernon. Il a changé. Il a perdu beaucoup de poids. Il paraît accablé par la tristesse. Vernon distingue un voile gris autour de lui, une araignée qui aurait tissé une toile blanche un peu au-dessus de sa peau. Quelque chose circule autour de leur table. Ils se regardent, se parlent, se penchent les uns vers les autres. Et Vernon sait que le léger malaise qu'il imprime en se sentant partir justement à ce moment-là n'est pas très grave. Il pèse moins que la joie qu'ils ont d'être ensemble. Une femme grande, la taille serrée par une ceinture nouée autour d'un imperméable noir, s'avance, main dans les poches, amusée, elle le dévisage. « C'est toi, Subutex ?» Puis elle lui tend la main. « Je m'appelle la hyène. »« T'as pas l'air au mieux de ta forme. » Mécaniquement, Vernon lui serre la main et la paume de la femme est chaude et rassurante. Il voudrait que cette paume reste contre la sienne encore longtemps. Et au regard qu'elle lui lance, il a l'illusion qu'elle le comprend et regrette de devoir se tourner vers les autres. Autour de la table, le silence s'est fait lorsqu'elle s'est présentée. Tous les regards sont fixés sur elle. « C'est bien moi. » Et Patrice, en souriant, déclare, l'air intéressé, « Vous ne ressemblez pas du tout à Françoise Hardy. » Émilie est fâchée et elle tient à ce que ça se remarque. Elle déclare d'une voix haute, sur un ton un peu faux, « Vous vous êtes introduite chez moi par effraction. Je ne vais pas vous dénoncer parce que je m'excuse. Mais j'ai été embauchée pour retrouver l'entretien la première. C'est pas le sujet. Je tiens à vous dire que... » Tu tiens. Si je peux me permettre un conseil, tu devrais lâcher, justement. Le miracle, ce n'est pas qu'on entre chez toi comme dans un moulin, c'est que je revienne vous proposer de voir les bandes. Alors tu dis merci maman et tu descends d'un ton, chérie. Vernon ne comprend rien de ce qui se passe. Une serveuse s'approche et lui touche l'épaule. « Hé, vous vous souvenez de moi ?» Il sait qu'il l'a déjà vu, mais ça ne revient pas. Il lui sourit comme un idiot, elle lui fait un clin d'œil. Elle est d'une douceur telle que subitement, Vernon a envie d'éclater en sanglots. Elle retourne travailler. Le souvenir surgit, une fulgurance. Il gardait la chienne de Xavier et l'avait croisée dans le parc. Elle était la fille d'un client qui venait souvent au magasin. Aussitôt, sa conscience se déconnecte à nouveau. Les sons et les couleurs qui l'entourent se brouillent en un désordre informe. Là-haut, sur son banc, quand il sentait qu'il décollait, il s'en foutait. Que ça se déroule sur 2 minutes ou sur 2 heures, ça ne faisait aucune différence. Cette fois, il aimerait mettre la main sur le bouton de contrôle et se concentrer sur la situation qui n'a pas l'air désagréable. La conversation continue, en bois lointain. Les silhouettes se penchent, se lèvent, tirent une chaise, renversent la tête en arrière pour rire. Les visages ont un nom, mais ils n'évoquent rien de précis en lui. Une lame d'angoisse le renverse. Ils appartiennent à un monde qu'il a quitté. Il voudrait se lever et marcher dans le parc, seul. Il a peur qu'on lui pose une question, de mal répondre, que ça tourne mal.
On s'adresse à lui. Il sent qu'un sourire débile crispe ses lèvres dont il ne peut pas se départir. T'es sûr que tu veux pas manger quelque chose? C'est incroyable que tu sois là aujourd'hui. Et où tu as dormi tout ce temps? Oh, tu sais, tu peux rester chez moi. Comment tu te sens? On peut dire qu'on t'a cherché partout. C'est fou que tu réapparaisses quand même. C'est un signe, non? T'es sûr que tu vas bien? Tu es pâle. Tu reprends une bière? Il entend, de loin, mais il pense à autre chose. Il est incapable de rester concentré. C'est Laurent qui s'approche et le met sur pied quand le groupe décide d'aller quelque part. Il se penche vers lui. Bon, essaye de manger en arrivant, t'as trop bu. T'es plus en état de rien. Ah, c'est dommage, ils sont sympathiques avec toi, t'as de la chance, tu vois. Allez, fais un effort. Ils vont croire que t'as complètement perdu la tête. Pamela, en chemin, glisse son bras sous celui de Vernon et tente de lui résumer encore une fois l'histoire des entretiens. Ce qu'elle lui raconte est fuyant. Relier les informations les unes aux autres demande un effort qu'il est incapable de fournir. La nuit est tombée. Ils forment une étrange procession. Leurs ombres se reflètent sur le bitume luisant. Il ne connaît pas la jeune meuf taciturne qui les accompagne et ne s'adresse à personne. Sentant qu'il la regarde, elle le prévient rageusement. « Je ne sais pas ce que je fais là, je connais personne, c'est la hyène qui m'a appelé. » Vernon ajoute « Moi non plus, je ne sais pas ce que je fais là. » Elle n'a pas envie de lui parler. C'est la première phrase qu'il parvient à articuler, mais la très jeune fille voilée n'est pas intéressée. Ils marchent côte à côte en silence. Autour d'eux, des mots, ici et là. Ça continue à défiler de loin, en valse monotone. Oh putain, depuis le temps. Moi, ça m'a quand même coûté une serrure, votre plaisanterie. Oh, je suis sûr que ça va être chiant. Ouais, comme tous les trucs qu'on attend depuis trop longtemps. J'espère que ça va pas nous déprimer non plus. Oh, je suis trop ému de penser qu'on va revoir Alex. Arrête de me faire la gueule, madame, je vais te la rembourser, ta serrure. Ils prennent le métro. Vernon est malmené par le vacarme. Il a perdu l'habitude des endroits exigus. Puis, il remonte la Seine et il est soulagé quand ils arrivent chez la hyène de pouvoir s'écrouler dans un sofa. Il ne s'accoutume pas au bruit. Trop de voix, trop de murs, trop de plafonds, pas assez de fenêtres ouvertes. Patrice lui met d'autorité une poignée d'amandes dans la main et attend de le voir les manger pour lui demander « Tu veux prendre une douche? Ça te requinquera, t'as pas l'air dans ton assiette. » La hyène s'approche. Elle considère Vernon avec un mélange d'inquiétude et de mécontentement. Elle finit par le prendre par le poignet et l'entraîne vers la salle de bain. Bon, il y a des serviettes propres à gauche en entrant. Regarde, tu te sers. Vernon a un mouvement de recul. Il est abasourdi. Comment est-il possible qu'il ait perdu aussi vite l'habitude des murs et des portes? Puis, il se voit dans le miroir et il demeure stupéfait. Mais qui est cet étranger? Le plus étonnant, c'est qu'il le trouve beau. Il a perçu son reflet avant de se reconnaître et il a eu le temps de se dire « Ce pauvre mec a un regard sublime ». La hyène pousse la porte du pied, elle lui parle calmement. « Tu te sens bien? Tu es plus blanc que l'évier. Tu n'as pas envie de prendre une douche? Bah, franchement, tu sens le cadavre. Les autres ne vont pas oser te le dire, mais c'est une infection. Ça t'ennuie de te laver? Tu trouves que je suis trop hygiéniste ?» Vernon sent poindre une certaine panique. Non seulement il ne parvient pas à lui répondre « rien ne vient », il l'entend, mais aucun mot ne franchit ses lèvres, il est vide, il est incapable de faire un geste. Ne serait-ce que pour la rassurer et qu'elle le laisse un peu tranquille. Cette fois-ci, c'est sans doute définitif, il est devenu complètement fou. Comme un zombie qui tiendrait debout et paraîtrait fonctionner. Sa parole est coincée et sa concentration détraquée. Elle ferme la porte à clé. Ok, laisse-toi faire. Elle le déshabille. Ses gestes sont ceux d'une infirmière. Ça va aller, panique pas. Je crois que tu vas revenir à toi. J'ai pas un diplôme en dinguerie, mais la tienne paraît passagère. Tu vas prendre une douche. Je vais te prêter un t-shirt et un treillis. On doit faire à peu près la même taille. T'es pas épais, moi non plus. On va mettre tes affaires dans la machine, on les fera sécher. Dès ce soir, tu peux repartir avec tes fringues si tu y tiens. D'accord? Je dois même avoir des caleçons quelque part. C'est le ton doux et monocorde d'une personne responsable, rassurante, qui prendrait tout en main. Il se laisse manipuler, soulagé qu'elle fasse comme si la situation n'avait rien de dramatique et de grotesque. Elle défait ses chaussures, déroule ses chaussettes. Enculé, t'es resté longtemps sans te changer. Le pire, c'est pas que ça pue. T'as vu l'état de tes pieds? Elle rigole en ouvrant les boutons de son jean. On peut pas dire que j'ai l'habitude de faire ça. C'est pas toi qui vas me le faire regretter. C'est un calvaire l'état de ton fut.
Puis, voyant qu'il ne bouge toujours pas, elle le prend par les épaules pour le forcer à pivoter et à entrer dans la cabine de douche. Résignée, elle se déshabille à son tour, garde ses sous-vêtements blancs, et Vernon pense qu'elle a une tenue d'infirmière. Elle vérifie la température de l'eau contre son poignet, le pommeau de douche. Elle parle, sans se demander s'il écoute. Je le savais de toute façon que je me foutais dans la merde en appelant tous ces gens au lieu de faire mon boulot. Tranquille, mais j'avais pas pensé que ça irait jusque-là quand même. T'en fais pas, détends-toi. Tu t'es fêlé. Ça arrive à plein de gens, tu vas t'habituer. Je sais que tu m'entends, tu vas revenir. Pas comme avant, mais tu vas sortir de ta stupeur. Enfin, j'espère. Le contact de l'eau le ramène agréablement vers la cabine de douche. Des mains passent du savon dans son dos, sur ses épaules, dénouent les nœuds. Et Vernon ressent une douleur fulgurante, aussitôt suivie d'un soulagement intense. Il se détend, elle frotte sa tête, le rince longuement, elle masse ses chevilles. Il se sent fatigué, il sent sa fatigue qui le quitte. Elle passe l'eau le long de ses pieds, comme si elle comprenait ce qu'il ressent. Elle le débarrasse. Alors, sans s'y attendre, et avant d'en avoir conscience, il bande comme un taureau. Un rush d'énergie. Elle s'en rend compte et ne se démonte pas. Elle sourit et s'excuse. Ne le prends pas pour de l'hostilité, ça va te faire du bien. Alors, d'un geste sec, elle change la température de l'eau et un jet glacé le rend comme une claque brutale, tout entier à la réalité. Il proteste et elle éclate de rire. Tu vois, ça a marché, ta meilleure mine. Elle enfile un peignoir et le laisse dans la cabine. Elle lui dit « Tu prends ton temps, tu te sèches bien, je reviens avec les fringues sèches, ça va aller. » Il est revenu à lui. Il est exténué, il veut dormir. Il n'a aucune envie de passer à côté et de devoir parler. Il comprend à peu près ce qui s'est passé. Les bribes d'informations qu'il a glanées ça et là pendant qu'il délirait s'associent à présent. Mais il préférait ne pas se confronter à tout ça. Dans le miroir, son reflet dans la buée le trouble. Il a beaucoup maigri. La barbe lui va bien, elle modifie son aspect. Les joues sont tellement creusées, on dirait qu'il tend ses lèvres en avant. Quand il ressort de la salle de bain, il réalise qu'on s'en fait pour lui, sans trop savoir comment se comporter à son endroit. On le traite comme un grand malade, on lui apporte du pain et du miel, on lui sourit gentiment, on fait des gestes lents. Il trempe ses lèvres dans un café. Il n'en a pas bu depuis si longtemps. Il avait oublié que ça avait un goût dégueulasse. Chacun s'installe, on éteint des lumières, le silence se fait petit à petit. La voix d'Alex remplit le salon. Sur l'écran plat de l'ordinateur, Vernon reconnaît son ancien appartement. Il attend le déferlement d'émotions que cette vision devrait provoquer, à présent que ses pensées ont repris un cours plus linéaire. Mais il ressent à peine une pointe d'amertume. Il a été tellement malheureux là-bas sans se l'avouer, il ne regrette rien. Alors, le visage d'Alex cherche le cadre et Vernon se sent soulevé par une main invisible. Il se souvient du temps où Alex était encore là. Des images vont et viennent de choses qu'ils ont faites ensemble. À quoi pensait-il à l'époque qu'il l'ait empêché de parler à son dernier pote, quand il était encore possible de le prendre par le bras, le secouer et lui dire « Oh, profitons-en, gars. Profitons-en tant qu'on est tous les deux vivants. »